La plus grande conférence internationale de lesbiennes de l'histoire a été marquée par le racisme et elle s'est terminée par une action de vandalisme dans des bunkers à Genève. Ça s'est passé pendant le week-end pascal de 1986 quand plus de 700 lesbiennes des 4 coins du monde se sont rassemblées pour le 8e congrès annuel de Lilith, la seule organisation internationale de lesbiennes qu'on ait jamais connue. J'ai raconté l'histoire de ce réseau et le début de cette conférence dans les 3 premiers épisodes de cette série. Lesbians of all colors and of all continents stood up clearly and stated their situation. C'était une des plus internationales fêtes de femmes que j'ai jamais vues de ma vie. Avant que je t'explique comment ces lesbiennes ont dérapé, faut que je te dise que j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour illustrer mon enquête. Ça m'a permis de générer des images auxquelles on n'a plus accès et qui n'existent pas, et ça m'a aussi aidé à anonymiser les militantes dont je vais parler. En tant que journaliste, je dois respecter des règles de déontologie. C'est par exemple mon devoir de préserver la vie privée et le droit à l'image des lesbiennes de cette histoire, donc je peux pas montrer leur visage. Si dans certains cas je mentionne leur nom, c'est qu'il s'agit de figures publiques ou qu'elles ont elles-mêmes dévoilé leur identité au grand jour. J'ai parfois modifié des archives avec l'IA ou alors je me suis basé sur des images d'époque pour en générer d'autres qui soient le plus fidèles possible à la réalité. Mon devoir en tant que journaliste, c'est aussi d'être transparent, donc l'utilisation de l'IA générative sera à chaque fois indiquée. Il y a presque 40 ans, le dimanche 30 mars 1986, 700 lesbiennes se réveillent après une longue disco dans les locaux de l'Université de Genève, à Unis-du-Four. Elles sont arrivées vendredi et ont marqué les esprits pendant une grande manifestation le samedi. Pas le temps de faire une grasse matinée, le programme de la journée est bien chargé. Les organisatrices genevoises de la conférence ont prévu une dizaine d'ateliers, dont une bonne partie traite de la diversité des lesbiennes. C'est justement la première fois qu'autant de lesbiennes de différents continents se rassemblent, entre autres grâce aux efforts du collectif genevois Vanille Fraise qui organise la rencontre. Les dernières conférences de Lilith étaient en fait pas très internationales et ressemblaient plus à un entre-soi de lesbiennes blanches d'Europe et d'Amérique du Nord. Les membres de Vanille Fraise ont changé ça en rendant l'événement abordable et en invitant tout frais payé une vingtaine de lesbiennes de ce qu'elles appellent le tiers-monde. Il y a donc une trentaine d'activistes afrodescendantes, 7 lesbiennes d'Amérique latine et des Caraïbes et 7 lesbiennes d'Asie parmi les participantes. Une première pour Lilith. Un des buts annoncés de la conférence, c'est donc de consolider ce qui unit les lesbiennes et de discuter de ce qui les divise. Un des ateliers du dimanche s'appelle justement l'interrelation des ismes, racisme, antisémitisme, hétérosexisme, classisme. Le problème, c'est que ces discriminations sont pas seulement abordées en théorie, mais elles se concrétisent en pratique entre les participantes elles-mêmes. Dimanche matin, Paola Baqueta organise un atelier sur les lesbiennes et la lutte contre le racisme. Paola, elle habite à Paris. Elle se définit comme racisée et elle a des origines vénézuéliennes, turques, italiennes et d'Afrique de l'Est. Elle dit dès le début qu'elle veut parler d'actions concrètes pour dépasser la simple sensibilisation au racisme, mais son atelier s'enlise. Une bibliothécaire zurichoise raconte son expérience dans un compte-rendu que j'ai traduit. La conférence était censée être un événement de partage et de connexion, mais elle s'est transformée en désastre. Pourquoi? Je pense que les organisatrices et les autres femmes blanches européennes n'étaient pas vraiment préparées à rencontrer nos sœurs de couleur. Elles n'étaient absolument pas prêtes à traiter autre chose de ce qui les touchait personnellement. J'ai assisté à un atelier sur la lutte contre le racisme. On n'a même pas réussi à parler des actions concrètes. L'atelier a dégénéré. Les lesbiennes ont crié et hurlé les unes contre les autres dans la colère et la frustration. Comme l'a dit une femme du Bangladesh, nous avions une merveilleuse opportunité et nous l'avons gâchée. C'est étrange de participer à une conférence internationale lesbienne et d'être à peine préparée à la question du racisme. J'ai réalisé que l'Europe est encore au stade d'un bébé concernant la conscience des différentes races et cultures, idem pour les différents stages et de capacités physiques. Ce qui bloque, c'est l'opposition de certaines lesbiennes blanches. Elles trouvent l'atelier culpabilisant et se plaignent de subir des discours moralistes. La tension continue de monter pendant la journée du dimanche et explose le lendemain, lundi, pendant la séance plénière de clôture. Les organisatrices genevoises ont décidé de se taire pour laisser les lesbiennes du Sud global présider les discussions, mais ça suffit pas à calmer les débats. Plusieurs centaines de lesbiennes sont réunies dans le plus grand amphithéâtre d'Unis-du-Four pour faire le bilan de la conférence. Pendant 4 jours, et pour la première fois, elles ont pu constater à quel point leur situation diffère les unes des autres. Lors du bilan de la conférence, le comité d'organisation genevois en prend pour son grade. Des lesbiennes avec des enfants se plaignent de l'absence de crèche.
Et des participantes handicapées dénoncent le manque d'efforts des organisatrices pour adapter la conférence à leurs capacités. Le collectif genevois assure qu'il avait initialement prévu ces mesures, mais que les inscriptions de ces lesbiennes lui sont jamais parvenues. Il a donc pas mis en place certaines adaptations en pensant, à tort, qu'elles n'étaient pas nécessaires. Les organisatrices ont aussi été débordées par l'ampleur du congrès. Faut pas oublier que les Genevoises étaient moins d'une dizaine, toutes bénévoles, et qu'elles ont accueilli plus de 700 lesbiennes. Parmi les discriminations qui sont dénoncées pendant la séance plénière, c'est clairement le racisme qui revient le plus souvent. Certains témoignages de lesbiennes racisées font pleurer des participantes alors que des Françaises réagissent en ricanant. La seule lesbienne noire qui vit en Afrique prend la parole. Elle dit avoir l'impression d'avoir été invitée par les organisatrices pour servir de token ou d'alibi afin que la conférence puisse être appelée internationale. Dans la même veine, d'autres participantes noires dénoncent l'instrumentalisation de leur image au premier plan de l'affiche du congrès, alors qu'une majorité de lesbiennes sont blanches. En face, des lesbiennes blanches accusent les participantes noires d'être agressives et d'empêcher le mouvement de se concentrer sur ce qu'elles considèrent être les véritables problèmes des lesbiennes, prétendument universels. Une lesbienne noire répond à cette accusation. There has been a long tradition of seeing any oppressed group as angry, aggressive, embittered, and that is always something that people who oppress use to trivialize our just claims for fairness and equality. That is an attempt by the white woman to put up a barrier against hearing what we really have to say. They twist a political demand into a personal attack, and it's not a personal attack. I've now come to see it as white women being egocentric. I see it as another example of their racism. Certaines lesbiennes racisées relèvent quand même des aspects positifs de la conférence, comme Paola Baqueta, l'organisatrice de l'atelier sur le racisme. Oui, il y a des problèmes, des conflits, des émotions, des engueulades, tout ça, mais je trouve que c'est très bien parce que finalement, on aborde des problèmes réels du racisme entre nous. Moi, je suis dans l'ILIS depuis pratiquement le début. Souvent, j'étais dans des conférences la seule femme de couleur. Ça m'a été très pénible. Alors cette année, c'est pas pareil. On est toujours une minorité, mais je trouve que c'est très positif que les copines de Vanille et Fraise ont pu dégager du fric pour ouvrir cette conférence. Je suis ravie. Je trouve ça superbe. Je trouve qu'on va beaucoup apprendre ici et que la conférence prochaine sera encore mieux et après encore mieux. Et puis, on arrivera quand même à construire quelque chose ensemble. Comme Paola l'explique, la conférence de Genève est historique parce qu'elle permet aux lesbiennes afrodescendantes de se rencontrer en nombre pour la première fois. C'est aussi le cas pour les lesbiennes asiatiques et d'Amérique latine. Elles créeront d'ailleurs leur propre réseau régional en rentrant de Genève. Finalement, même les lesbiennes genevoises débattent entre elles des divisions qui éclatent pendant la séance plénière, avec d'un côté celles qui pensent que le mouvement s'est égaré et de l'autre celles pour qui c'était une première étape importante. Voilà un de leurs échanges pendant une émission de radio juste après la conférence. Il y avait un peu une espèce d'accumulation d'oppression. C'était un peu à qui était le plus opprimé. Alors bien sûr, celle qui cumule à la fois d'être lesbienne, noire, handicapée, et je sais pas quoi, et gauchère, et myope, etc. Elle a un peu la palme, mais il y avait un peu ça. De fait, ce qu'on voit, c'est que ça renforce les différences. On a la peine maintenant de mettre quelque chose de commun, de définir justement une stratégie commune. Moi, j'ai pas une impression tellement forte de cela dans cette conférence-là, parce que je crois qu'on est encore à une étape où on a besoin d'avoir des informations de qu'est-ce que vivent les autres, de ce que ça signifie d'être une femme noire dans un pays blanc. Je crois au contraire que on commence à arriver à faire les liens de cette façon-là. Et si vraiment une partie ou une bonne partie des femmes de cette conférence sont sorties avec l'idée qu'il y a un lien entre le sexisme, le fascisme et le racisme, eh ben c'est déjà un pas, si tu veux, pour moi, qui va dans le sens contraire de ce que tu dis. Je veux dire, c'est pas juste nous renforcer dans nos différences. Ce qui ressort de toutes ces réflexions, c'est que les lesbiennes théorisent déjà ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, soit en très résumé, la combinaison de plusieurs oppressions. Pourtant, ce concept, il n'est pas encore codifié à l'époque. C'est Kimberly Crenshaw qui l'entérine 3 ans plus tard, en 1989. Les congressistes de Genève étaient donc à l'avant-garde sur cette question. Après les éclats de la dernière séance plénière, la plupart des lesbiennes rentrent chez elles. Et pour accommoder les quelques militantes qui auraient besoin de passer une dernière nuit à Genève, le comité d'organisation décide de laisser ouverts les abris de la protection civile qui avaient servi d'hébergement à 500 participantes pendant le week-end. Les organisatrices sont alors loin de se douter de ce qui va se passer. Ces abris PC, ils ont aussi été la source d'une grosse polémique pendant la conférence. D'abord parce que plusieurs participantes les ont trouvés peu confortables et mal adaptés aux lesbiennes handicapées.
mais surtout pour une raison symbolique. En fait, dans les années 80, beaucoup d'activistes lesbiennes sont aussi actives dans le mouvement pacifiste, et pour elles, ces bunkers représentent ce contre quoi elles se battent. Une Allemande dit qu'ils lui ont rappelé les camps de concentration, et des lesbiennes actives dans le mouvement antinucléaire s'insurgent d'avoir dû dormir dans ce qu'elles appellent un endroit pour mourir. Les Genevoises n'avaient pas anticipé ces réticences parce que les abris PC font partie du paysage en Suisse, mais surtout parce qu'ils ont permis aux participants d'être logés gratuitement, ce qui est un luxe à Genève. Les organisatrices n'ont aucune idée de ce qui les attend quand le téléphone sonne vers minuit. Des femmes ont tagué des abris, ouvert des portes en cassant un verrou et mis un bloc opératoire sans dessus-dessous. Quand les membres de Vanille Fraise arrivent sur place pour constater les dégâts, moins d'une dizaine d'activistes sur les 30 à 40 présentes assument avoir saccagé les locaux. Elles regrettent rien et expliquent que leurs actes étaient politiquement motivés par leur opposition à l'armement nucléaire. Les Genevoises sont furieuses, mais forcent un dialogue qui dure toute la nuit. Les vandales aimeraient être poursuivis en justice pour politiser leur procès. Le hic, c'est que Vanille Fraise a signé un contrat avec la ville de Genève qui lui prête les abris PC gratuitement. Le collectif est obligé de payer les dommages de sa poche. La facture est salée, plus d'une dizaine de milliers de francs. C'est de l'argent que Vanille Fraise est obligée de prendre sur la réserve qu'elle pensait léguer au prochain secrétariat, et les Genevoises sont désormais blacklistées par la ville. Les lesbiennes qui ont pris part à l'action avaient un objectif politique. Leur action spontanée se transforme en fiasco puisqu'elles ne peuvent pas la médiatiser à travers un procès. C'est la douche froide pour les membres de Vanille Fraise qui écrivent une prise de position incendiaire dans laquelle elles dénoncent une forme de terrorisme. Nous sommes vertes de rage, dégoûtées, pleines de rancœur. Une année de travail acharné, réduite à néant par des idiotes irresponsables. Par leur misérable action, ces femmes ont mis en péril le mouvement lesbien dans son ensemble. Les responsables répliquent à coups de lettres ouvertes dans des magazines lesbiens où elles s'offusquent d'être traitées de terroristes et maintiennent la légitimité politique de leur action. Pour Rina, une des membres de Vanille Fraise, cette action aurait été orchestrée par une agente de la CIA, rien que ça. Même si Rina ne peut pas le prouver aujourd'hui, elle se rappelle que la meneuse des vandales était une grande rousse inconnue des militantes lesbiennes et que personne ne reverrait par la suite. Elle pense que cette espionne aurait cherché à déstabiliser le mouvement lesbien international. Cette espionne aurait motivé des lesbiennes plus jeunes et facilement influençables à mettre le boxon dans les bunkers pour diviser l'hélice. C'est évidemment impossible de savoir ce qu'il en est vraiment aujourd'hui, mais la défiance, voire la paranoïa des lesbiennes envers la CIA, elle peut s'expliquer par l'ingérence bien connue de cette agence à l'international. On sait aussi que la CIA a publié en 1980 un mémo de 3 pages pour, je cite, « débusquer les homosexuels, des gens qui avaient un problème mental selon elle ». Et en Suisse, certaines polices cantonales fichaient encore les homosexuels en secret dans les années 80. Bref, ce qui est sûr, c'est que l'incident des bunkers marque durablement le réseau, qui en discute encore pendant plusieurs années. Après la conférence, Vanille Fraise annonce passer le flambeau du secrétariat d'Hélice comme prévu. Ses membres disent adieu au réseau dans la dernière édition du bulletin de l'organisation, édité à Genève. Elle regrette qu'aucun collectif du Sud global ne soit en mesure de reprendre le secrétariat, qui retourne donc à Amsterdam, là où il était géré à la création de l'Hélice. Comme photo d'adieu, elles se mettent en scène sur le départ pour Mexico City, où se tiendra la première rencontre du tout nouveau réseau régional d'Amérique latine créé à Genève. Les membres de Vanille Fraise peuvent pas encore tourner complètement la page de la conférence de Genève, puisque 3 de ses membres reçoivent une amende à cause de la manifestation non autorisée du samedi. Rina et 2 de ses camarades appellent toutes les lesbiennes de Genève à les soutenir pendant le procès. Elles se retrouvent début décembre dans une salle d'audience remplie de lesbiennes. Par coïncidence, le tribunal face à elles est composé que de femmes. Et ça s'invente pas, la juge s'appelle Eliane Bonnefemme. Verdict, Rina et ses camarades sont acquittés. Qu'est-ce que devient l'Hélice après ça ? L'organisation s'éteint à petit feu jusqu'à disparaître définitivement en 1998. Plusieurs raisons expliquent ce déclin, dont la commotion qu'a créée la conférence de Genève, mais aussi la fin de plusieurs cycles protestataires et le durcissement du contexte économique et politique. Ce qui est fou, c'est que les lesbiennes genevoises avaient d'une certaine manière anticipé cet essoufflement. Dans une brochure qu'elles publient avec l'Hélice en 1985, un an avant la conférence de Genève, elles décrivent ce qu'elles appellent un cycle lesbien et expliquent que n'importe quel collectif finit forcément par se séparer. Elles soulignent que c'est pas un échec de s'arrêter à temps pour que chacune parte vers de nouvelles aventures. C'est exactement ce qui se passe pour Vanille Fraise et ensuite pour l'Hélice. Leurs activistes s'engagent ailleurs et différemment, mais restent pour la plupart assez actives. Elles peuvent se targuer d'avoir atteint un de leurs objectifs principaux, prouver que les lesbiennes existent sur tous les continents. Et même si leur histoire n'est pas enseignée dans les écoles, comme elles le regrettaient déjà à l'époque, elles commencent à émerger ailleurs, comme dans cette série. Si cette enquête t'a plu, n'hésite pas à la partager plus loin et pose-moi toutes tes questions en commentaire.
Hey, c'est la fin de cette série, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Si tu veux connaître mes sources, tu peux aller checker mon mémoire de bachelor en histoire internationale que j'ai consacré à l'ILIS en 2022 à l'Uni de Genève. Et si mon utilisation de l'IA te pose des questions éthiques ou déontologiques, tu trouveras sûrement des réponses dans mon mémoire de master en journalisme que j'ai terminé à l'Uni de Neuchâtel l'été passé. Ces 2 travaux sont disponibles sur ResearchGate. À la prochaine.